Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons faire la première partie du TD4 dans lequel on va s'intéresser au test. Dans l'exercice 1 du TD4, on va s'intéresser à la demande de refinancement des banques françaises. Donc nous avons des données qui vont du premier trimestre de l'année 62 au quatrième trimestre de l'année 72. Donc au total, nous avons 44 observations. Donc le modèle que nous estimons est le suivant. Donc nous régressons le log de la demande de refinancement sur une constante sur ρT, qui est un indicateur de la rentabilité des crédits des banques, sur le log des réserves exogènes. Donc les réserves exogènes, on va définir comme les réserves que les banques doivent faire différentes des réserves obligatoires. Et on régresse également la demande de refinancement sur les réserves obligatoires. Donc on obtient tout d'abord donc le résultat suivant. Donc lorsque l'on estime l'équation juste au-dessus de la question A, on obtient cette estimation là. Donc normalement c'est log de RF chapeauté. Donc en dessous des coefficients estimés, vous avez les écarts types. Donc moins 0,054, c'est le coefficient associé à ρ. Et il y a l'écart type associé juste en dessous. Idem pour les réserves exogènes, idem pour les réserves obligatoires. Donc, petite précision, donc les réserves exogènes, donc on va les définir comme les réserves que les banques doivent faire pour faire face aux impératifs prudentiels. Vous pouvez penser à la réglementation bancaire, pour vous donner une petite idée. Donc, première question, on nous demande de commenter d'un point de vue économique les résultats obtenus. Est-ce qu'ils nous paraissent vraisemblables? Donc, premièrement, on voit que l'augmentation de la rentabilité des crédits octroyés par les banques entraîne une baisse de la demande de refinancement des banques, car le coefficient associé à ρ est négatif, donc ce que vous voyez ici. Donc, donc on, on pourrait s'attendre à ce que l'augmentation de la rentabilité des crédits octroyés par les banques les incite à octroyer davantage de crédits aux agents économiques, et donc pour faire face à cet accroissement des crédits octroyés, les banques auront un besoin accru de liquidité, donc elles vont donc augmenter leur demande de refinancement. Or nous, donc on obtient un résultat un peu contre-intuitif, mais on verra par la suite que le coefficient associé à cette variable est non significativement différent de 0. Ensuite, on voit que la hausse des réserves obligatoires affecte positivement la demande de refinancement. Donc si les réserves obligatoires augmentent, ça va augmenter la demande de refinancement des banques. Donc tout simplement parce que les banques devront augmenter leur liquidité déposée auprès de la banque centrale. Et pour augmenter cette liquidité, elles peuvent tout simplement se baser sur une augmentation de leur demande de refinancement. Et enfin, on constate que les réserves exogènes, quant à elles, ont un effet négatif sur la demande de refinancement des banques. Donc on constate qu'au global, les résultats semblent vraisemblables d'un point de vue économique, sauf du point de vue de la rentabilité des crédits. Donc là, il y a juste une coquille, c'est un effet négatif de la rentabilité des banques sur la demande de refinancement. Donc dans la deuxième partie de la question, donc on nous demande de tester au seuil de 5% et 1% la significativité de chacun des coefficients pris un par un. Ben, vous savez que c'est un test de student qu'il faut qu'on fasse, donc je vais vous rappeler rapidement la procédure du test de student. Donc on a le jeu d'hypothèse, on teste est-ce que le paramètre est égal à 0 ou est-ce qu'il est significativement différent de 0 sous l'hypothèse alternative. Donc on a la statistique de test, donc sous H0, vous savez que la statistique de student c'est le paramètre estimé divisé par son écart type, qui suit un student à t-moins k moins 1 degré de liberté. La règle de décision usuelle suit, si la valeur calculée est supérieure à la valeur tabulée, on rejette l'hypothèse nulle, et le coefficient associé à la variable est significativement différent de 0. Dans le cas contraire, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc, lorsque vous lisez la table de student, donc on a 40 degrés de liberté. Pourquoi 40? Car nous avons 44 observations, moins 3, car on a 3 variables explicatives, moins 1. Donc on obtient 40 degrés de liberté. Nous avons donc la valeur critique du student à lorsqu'on prend un risque de première espèce de 5% et risque de première espèce égal à 1%. Donc, je vous ai résumé l'intégralité des résultats sous forme de tableau, parce que c'est plus simple. Vous voyez qu'on a les coefficients et les écarts types juste en dessous. Donc, pour obtenir la thèse de student, c'est relativement simple. On fait le ratio entre le coefficient et son écart type.
Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on met l'attestat, l'hypothèse retenue à 5 et 1%. Donc vous faites 0,054 divisé par 0,032 et vous obtenez 1,68 moins 69, 9,13, 4,37. Et on retient approximativement les seuils, 2,081 pour le seuil de risque de première espèce à 5% et 2,704 pour le risque de première espèce à 1%. Donc, que constate-t-on? On constate que la stat de student pour la rentabilité est inférieure aux valeurs critiques, donc c'est-à-dire que la rentabilité a un effet non significatif sur la demande de refinancement des banques, idem pour les réserves exogènes, car l'attestat qui est égal à 1,69 en valeur absolue est inférieur aux deux valeurs critiques. Ensuite, nous constatons que les réserves obligatoires et la constante sont significatives et ont donc un effet significatif sur la demande de refinancement des banques. Dans la question qui suit, on nous demande de tester au seuil de 5 et 1% l'hypothèse selon laquelle tous les coefficients seraient nuls sauf la constante. Donc comme vous l'avez compris, il s'agit en fait ici d'un test de Fisher. Donc on va tester, c'est un test de significativité jointe. Donc on va tester est-ce que les coefficients bêta 1, bêta 2, bêta 3 sont jointement égaux à 0 ou est-ce qu'il y a au moins un des coefficients qui est différent de 0. Donc là c'est ou. Donc on reprend le modèle théorique suivant pour les notations. Donc nous avons bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc on utilise la statistique de test suivante. Donc on utilise la statistique de Fisher, donc c'est le R carré divisé par K, 1 moins R carré divisé par T moins K moins 1. Donc comme on l'a vu dans les TD précédents, donc soit H0, le Fisher, enfin la statistique de Fisher suit un Fisher à K, T moins K moins 1 de décision, de K, T moins K moins 1 degré de liberté, excusez-moi. La règle de décision usuelle suit. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur critique, nous rejetons l'hypothèse nulle. Donc il y a au moins un des coefficients qui est significativement différent de 0. Et dans le cas contraire, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc on va faire le calcul. Donc le R carré, en fait, il nous est directement donné dans l'énoncé. Donc vous regarderez dans l'énoncé, le R carré est égal à 0,91 pour cette régression. Donc on fait R carré divisé par K. Donc on a trois variables explicatives. 1, 2, 3. Ensuite on fait 1 moins le R carré divisé par T moins K moins 1. Donc 44 moins 3 moins 1, ce qui nous donne 134,8148. Donc à 5%, donc ça c'est la valeur calculée de la statistique de Fisher. Donc je vous rappelle la règle de décision. Donc si vous regardez la table de Fisher, donc les seuils sont 2,54 pour le seuil à 5%, et la valeur critique à 1% c'est 4,31. Donc là c'est 0,01, il y a une petite coquille, donc ce que l'on constate, c'est que la statistique calculée est supérieure aux valeurs critiques, car 134 supérieur à 250 et 430. Donc cela veut dire que le modèle estimé est globalement significatif, donc il y a au moins un des coefficients associés aux variables explicatives qui est différent de 0. On nous pose la question suivante, est-ce que ce test est équivalent à un test de student? Non, parce qu'en fait le test de student c'est un test de significativité individuelle, donc vous testez la significativité de chacun des coefficients pris un par un. Donc alors que ici nous testons la significativité de l'ensemble du modèle. Donc on est parti d'un modèle où on a trois variables explicatives, donc à savoir la rentabilité du crédit octroyé aux banques, les réserves exogènes et les réserves obligatoires. Donc on veut enrichir notre modélisation, donc pour ce faire on va rajouter deux variables explicatives, donc une variable indicatrice de l'encadrement du crédit qui dure de l'année 63 à l'année 65 que l'on note E, et une variable indicatrice des facilités de refinancement accordées au deuxième et troisième trimestre de l'année 68. Donc, on obtient les résultats suivants lorsque l'on estime le nouveau modèle. Voilà, donc première question, dans cette question, décrire les vecteurs des observations des variables E et MAI. À quoi correspond leur introduction dans les variables explicatives? À quoi correspondent leurs coefficients estimés? Donc premièrement, on doit décrire le vecteur des variables E et MAI. E, c'est relativement simple. C'est une variable de l'encadrement du crédit qui va de 63 à 65.
Donc de 63 à 65, cette variable est donc égale à 1. Donc vous voyez bien que du premier trimestre de l'année 63 au quatrième trimestre de l'année 65, elle est égale à 1. Et ensuite, on a la variable facilité de refinancement qui doit être égale à 1 au deuxième et troisième trimestre de 68. Donc normalement, égal à 1 uniquement ici et ici. Donc là c'est 0 et là c'est 0. Ensuite, donc à quoi correspond l'introduction dans les variables explicatives? Donc en fait ces variables, donc la variable E permet de mesurer l'effet de l'encadrement du crédit entre 63 et 65 sur la demande de refinancement, et la variable MAI permet de voir l'effet des facilités de refinancement sur la demande de refinancement, tout simplement, des banques françaises. Donc voilà, donc leurs coefficients estimés vont être tout simplement les effets de l'encadrement du crédit et des facilités de refinancement sur la demande de refinancement. Ensuite, dans la suite de l'énoncé, on nous indique que l'on a pris en compte des variables trimestrielles, parce qu'en fait on peut supposer que la demande de refinancement des banques est saisonnière. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du trimestre dans lequel on se trouve, la demande de refinancement peut être plus ou moins élevée. Donc tout simplement on met 4 variables trimestrielles. Donc la première, trimestre 1, elle est égale à 1 lorsqu'on est au premier trimestre de l'année considérée. Trimestre 2 égale à 1 au premier trimestre de l'année considérée, trimestre 3 égale à 1, etc., jusqu'à trimestre 4. Donc la question que l'on nous pose, donc en fait on estime ce modèle-là, auquel on va rajouter les variables trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Et donc la question que l'on nous pose, c'est pourquoi n'a-t-on pas, excusez-moi, introduit trimestre 4? Tout simplement, parce que si vous qu'on regardez bien, si on somme trimestre 1 plus trimestre 2 plus trimestre 3 plus trimestre 4, nous allons avoir un vecteur de 1, donc ce qui va créer une collinarité parfaite avec la constante que l'on retrouve dans la matrice X. Donc il y aura une collinarité parfaite, ce qui nous empêchera d'obtenir l'estimateur des MCO. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas introduit la variable trimestre 4 dans la régression. Donc, si vous vous souvenez, on a estimé deux modèles. Donc, on a un premier modèle sans les variables indicatrices, encadrement du crédit et facilité de refinancement. Donc, et un modèle avec ces deux variables. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de comparer le pouvoir explicatif de ces deux modèles, voir quel modèle permet d'expliquer le mieux la demande de refinancement des banques. Donc, première question, peut-on comparer les R carrés? On ne peut pas comparer ici les R carrés car les deux modèles ont un nombre de variables explicatives différents. C'est très simple, vous regardez le premier modèle, donc c'est le modèle A. Nous avons trois variables explicatives, 1, 2, 3. Et vous regardez le modèle B. Vous regardez le modèle B, ouais, on a 5 variables explicatives, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on ne peut pas utiliser le coefficient de détermination car en fait l'ajout de variables explicatives va augmenter mécaniquement le R carré ajusté. Donc le R carré, excusez-moi. C'est pourquoi, pour comparer des modèles qui ont un nombre de variables explicatives différents, on va recourir au R carré ajusté. Donc je vous ai mis le calcul du R carré ajusté, donc le détail de la formule est dans le corrigé. Donc c'est 1 moins t-1 sur t-k-1, 1 moins r carré. Donc au final, on récupère le r carré du modèle B et le r carré du modèle D. Donc ils sont donnés en fait en bas de l'énoncé. Donc là, vous voyez qu'on fait moins 5 car on a 5 variables explicatives et moins 8 car on en a 8 dans le modèle. Et Eratum, le modèle B, juste pour comparaison, c'est ce modèle-là. Voilà, donc le modèle avec E et MAI, et le modèle D, c'est le modèle avec les variables trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Donc ce sont ces deux modèles qu'on veut comparer. Donc comme avec le coefficient de détermination non ajusté,
On va retenir le modèle qui a le coefficient de détermination ajusté le plus élevé, car c'est le modèle qui aura le pouvoir explicatif le plus fort. Donc on voit que le modèle D a un meilleur pouvoir explicatif que le modèle B, car le R carré ajusté du modèle D est supérieur au R carré ajusté du modèle B. Donc 92% contre 91%. Donc ensuite on nous demande de calculer la valeur de sigma carré epsilon.